Ma mère a décidé que ma sœur prendrait, temporairement, mon appartement et m'a dit d'aller louer ailleurs. J'ai refusé. Néanmoins, elles ont emménagé ses affaires pendant que j'étais au travail. J'ai tout filmé avec une caméra et j'ai appelé la police. Je m'appelle Aline Duchesne. J'ai 27 ans, et voici l'histoire du moment où j'ai réalisé que ma mère et ma sœur avaient déjà décidé que mon appartement n'était plus vraiment le mien. Je n'aurais jamais pensé devenir quelqu'un qui enregistrait secrètement sa propre famille. Ce genre de choses semblait toujours extrême, quelque chose que les gens faisaient quand les relations étaient déjà irrécupérables. Mais j'étais là, seul dans mon appartement d'une chambre à Lyon, un casque sur les oreilles, réécoutant la voix de ma mère alors qu'elle expliquait calmement pourquoi j'étais égoïste de vouloir garder la maison que j'avais achetée avec mon propre argent. J'aimerais pouvoir dire que cela a commencé soudainement. Ce ne fut pas le cas. Cela a commencé doucement, poliment, comme la manipulation le fait toujours. Je suis l'aîné de 3 enfants. Ma sœur, Manon, a 20 ans et est actuellement à l'université. Mon plus jeune frère, Loïc, a 18 ans et commence sa première année. Nos parents, Rémi et Pascal Duchesne, ont divorcé quand j'avais 15 ans. Papa a déménagé à Bordeaux, s'est remarié et s'est lentement effacé de nos vies quotidiennes. Maman est restée dans le Rhône avec nous. Elle ne nous a jamais laissé oublier qu'elle était restée. Le divorce l'a brisée financièrement, émotionnellement et de toutes les manières importantes. Ou du moins, c'est comme ça qu'elle le présentait. À partir de ce moment-là, il y a eu une règle tacite dans notre famille, si quelque chose n'allait pas, c'était le sacrifice de maman qui justifiait tout le reste. Et d'une manière ou d'une autre, je suis devenu la solution à tous les problèmes. J'ai commencé à travailler quand j'avais 14 ans. Babysitting au début, puis dans le commerce de détail, puis du tutorat. J'ai payé mes études universitaires grâce à des bourses et des prêts. Je n'ai jamais demandé d'aide à maman parce que l'aide venait avec de la culpabilité et des intérêts. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un bon emploi dans la technologie. J'ai vécu en dessous de mes moyens, économisant de manière agressive. Il y a 2 ans, j'ai acheté mon appartement. Il n'est pas immense, environ 60 mètres carrés, murs en briques apparentes, parquet qui craque en hiver, un petit balcon qui peut à peine contenir une chaise mais qui reçoit le soleil du matin juste comme il faut. Il n'est pas tapa accent Graveleuil, mais il est à moi. L'appartement de Manon, en revanche, est un studio exigu près du campus. Quartier difficile, mur en papier. Maman aide à couvrir une partie de son loyer et s'en plaint constamment. Elle ne devrait pas avoir à vivre comme ça, disait maman. Ce n'est qu'une enfant. Toi, tu es plus établi. Au début, Manon a commencé à venir étudier. Elle disait que mon appartement était plus calme. Cela ne me dérangeait pas. Puis elle est restée plus tard. Puis la nuit. Puis elle a amené des amis. Puis des vêtements sont apparus dans mon placard. Un tiroir est devenu 2. Puis une étagère dans la salle de bain. Puis des chaussures près de la porte qui n'étaient pas les miennes. Avant que je ne m'en rende compte, elle dormait chez moi 4 nuits par semaine. Ma facture d'eau a doublé. Ma facture d'électricité a grimpé. Mes courses disparaissaient plus vite que d'habitude. Lorsque j'ai doucement suggéré qu'elle participe aux frais ou qu'elle passe peut-être plus de temps chez elle, elle n'a pas discuté. Elle est allée directement voir maman. C'est à ce moment-là que les appels téléphoniques ont commencé. Aline, la famille s'entraide. Tu as tout cet espace pour toi. C'est égoïste de vivre confortablement pendant que ta sœur a du mal. J'ai essayé d'expliquer. J'ai rappelé à maman que je payais toujours mes prêts étudiants, que je possédais mon appartement entièrement, que Manon avait déjà un endroit qu'elle aidait à payer. Rien de tout cela n'avait d'importance. Maman a commencé à se présenter sans prévenir, toujours avec Manon. Elle se promenait dans mon appartement comme si elle visitait un logement témoin. Le bureau de Manon irait parfaitement ici. Ce placard pourrait facilement être partagé. Tu n'utilises même pas ce coin. J'avais l'impression que ma maison était lentement en train d'être évaluée à mon insu. Il y a 3 mois, maman a appelé pendant que j'étais au travail. J'avais du code ouvert sur un écran et du café froid sur l'autre. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, sa voix légère. La solution la plus logique est que toi et Manon échangiez vos appartements. J'ai ri. Je pensais qu'elle plaisantait. Ce n'était pas le cas. Tu es célibataire.
Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Manon pourrait se sentir en sécurité. Tu économiserais de l'argent dans un endroit plus petit, et nous couvririons la différence. Mon estomac s'est noué. Tu veux que j'abandonne l'appartement que j'ai acheté? J'ai demandé. Pas abandonné, a-t-elle corrigé rapidement. Échanger. C'est temporaire. Juste jusqu'à ce que Manon obtienne son diplôme. Maman, ai-je dit prudemment. Je suis propriétaire de mon appartement. Manon loue le sien. Eh bien, nous pouvons régler les détails, a-t-elle répondu. Ne sois pas difficile. Ce mot, difficile, a fait plus mal que tout le reste. Pas déraisonnable, pas injuste, difficile. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. J'ai cessé de discuter. J'ai cessé d'essayer de la convaincre. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appuyé sur enregistrer. J'ai téléchargé une application d'enregistrement discrète. J'ai sauvegardé chaque appel, chaque message texte, chaque courriel. J'ai fait des captures d'écran des messages qui me faisaient culpabiliser. J'ai étiqueté les fichiers audio par date et par sujet. Une semaine plus tard, après avoir découvert que Manon avait d'une manière ou d'une autre un double des clés, j'ai installé une petite caméra de sécurité près de mon entrée. Je me suis dit que c'était temporaire, juste pour avoir l'esprit tranquille. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais sur le point de découvrir. Une fois que j'ai commencé à enregistrer, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point ma mère choisissait soigneusement ses mots. C'était comme regarder un magicien après avoir appris le truc. Les pauses, les soupirs, la façon dont elle ne demandait jamais rien. Elle le présentait comme une obligation que j'avais déjà acceptée d'une manière ou d'une autre. Aline, je suis juste inquiète pour Manon. Tu sais, je ne demanderais pas si ce n'était pas nécessaire. J'ai porté cette famille sur mon dos après le départ de ton père. Chaque appel suivait le même rythme, inquiétude, culpabilité, comparaison, obligation. Je les ai tous sauvegardés. Au début, cela semblait dramatique, excessif. Je n'arrêtais pas de me dire que je supprimerais les enregistrements une fois que les choses se seraient calmées. Mais les choses ne se sont pas calmées. Elles ont dégénéré. Maman a commencé à appeler plus souvent, parfois 2 fois par jour. Si je ne répondais pas, elle laissait des messages vocaux ou de longs messages où elle parlait lentement, délibérément, comme si elle montait un dossier contre moi. Tu as changé, Aline. Tu te souciais de ta famille avant. Je ne te reconnais plus. Manon a suivi une stratégie différente. Elle envoyait des messages tard le soir. Je n'arrive pas à dormir chez moi. Je ne me sens pas en sécurité ici. Maman dit que tu ne comprends pas ce que c'est d'être seule. J'ai fait des captures d'écran de tout. Puis sont venues les menaces. Pas direct au début, juste des allusions. Eh bien, je suppose que je sais à quoi m'en tenir. J'espère que tu ne le regretteras pas un jour. La famille se souvient de qui était là pour elle. J'ai aussi remarqué autre chose. Maman avait commencé à parler à la famille élargie, ma tante, ma grand-mère, des cousins à qui je parlais à peine. Soudain, je recevais des messages me demandant si tout allait bien, si Manon avait vraiment autant de difficultés que maman le disait, si j'allais bien. L'histoire avait déjà été réécrite, et je n'en étais pas l'auteur. Les enregistrements se sont accumulés rapidement. En un mois seulement, maman m'a traité d'égoïste plus de 40 fois, m'a comparé à mon père au moins une douzaine de fois, et a menacé de reconsidérer son testament, même si elle n'avait rien à laisser. Le plus effrayant n'était pas les mots eux-mêmes. C'était à quel point elle était à l'aise de les prononcer. Puis les séquences de la caméra ont commencé. Le premier clip était un mercredi après-midi pendant que j'étais au travail. Je l'ai regardé la nuit, assise sur mon canapé avec les lumières éteintes. La porte s'est ouverte. Maman est entrée la première. Manon a suivi. Elles ne regardaient pas nerveusement autour d'elles. Elles n'ont pas hésité. Elles se déplaçaient dans mon appartement comme si elles y étaient chez elles. Maman a ouvert le placard de ma chambre. Manon a ri et a dit, j'aurai enfin de la place pour mes vestes. Elles ont mesuré le salon avec leurs bras et ont pris des photos. Manon s'est assise sur mon lit et a rebondi légèrement, souriant. Ce sera parfait quand Kevin restera, a-t-elle dit. Kevin, son petit ami, 25 ans,
au chômage, quelqu'un que maman faisait semblant d'ignorer. Mes mains tremblaient à la fin du clip. Il y en avait d'autres. 3 entrées distinctes pendant mon absence. Toujours pendant les heures de travail, toujours confiante, toujours en train de planifier. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai tout organisé. Fichier audio étiqueté par date, message texte par ordre chronologique, clip vidéo coupé et sauvegardé. J'ai tout sauvegardé 2 fois, stockage dans le nuage et un disque dur externe que je gardais dans mon sac de travail. Je n'étais plus paranoïaque. J'étais préparé. 2 jours plus tard, maman a lâché la bombe suivante. Nous devons organiser une réunion de famille, a-t-elle dit. Chez toi. Nous allons finaliser la situation de l'appartement. Elle n'a pas demandé, elle l'a annoncé. Samedi, 14 h. J'ai accepté sans hésiter. Le matin de la réunion, mon appartement se sentait différent, comme s'il retenait son souffle. J'ai connecté mon ordinateur portable à la télévision, organisé les fichiers en dossier et posé mon téléphone sur le comptoir, enregistrant silencieusement. Quand maman est arrivée, elle est entrée avec le même calme autoritaire. Manon a suivi, bras croisés, yeux déjà scannant la pièce. Maman n'a pas perdu de temps. Nous devons discuter du calendrier pour l'échange, a-t-elle dit, s'asseyant comme si cela était déjà décidé. Le bail de Manon se termine dans 2 mois. Non, ai-je dit. Les deux se sont figés. Non, a répété maman, sa voix aiguë. Non, ai-je dit à nouveau. Nous n'échangeons pas d'appartement. Son visage a rougi. Aline Patricia Duchesne, tu ne me parles pas comme ça. Je le fais maintenant, ai-je répondu. C'est ma maison. Je l'ai achetée. Cette discussion est terminée. Elle s'est levée. Je suis ta mère. Je sais ce qui est le mieux pour cette famille. Tu sais ce qui est le mieux pour Manon, ai-je dit calmement. Et j'en ai fini. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai pris une inspiration. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, ai-je continué. J'ai tout documenté au cours du dernier mois. Silence. L'expression confiante de Manon s'est effondrée. La bouche de maman s'est ouverte, puis refermée. Tu quoi, a-t-elle murmuré. J'ai allumé la télévision. Le premier clip audio a été diffusé. La voix de maman a rempli la pièce. Quel genre de sœur laisse son propre sang en difficulté alors qu'elle vit comme une reine? Maman est devenue pâle. Tu m'as enregistré sans permission, a-t-elle dit, tremblante. Ces enregistrements ont été faits chez moi pour ma protection, ai-je répondu. Et j'ai parlé à un avocat. J'ai diffusé un autre clip, puis un autre. Texte, menace, mensonge. Puis la vidéo. Maman s'est regardée à l'écran entrer dans mon appartement sans permission. C'est une violation de domicile, ai-je dit doucement. Je pourrais déposer un rapport de police. Maman s'est effondrée sur le canapé. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle demandé. Simple, ai-je dit. Que cela cesse. Plus de discussion sur l'appartement. Plus de culpabilisation. Plus de mensonges à la famille. Manon ne vient que lorsqu'elle est invitée, et vous vous excusez toutes les deux. Et si nous ne le faisons pas, a demandé Manon faiblement. J'ai levé mon téléphone. Alors tout le monde voit tout. La pièce est devenue incroyablement petite. Maman a finalement parlé. Je suis désolé. Manon a suivi, des larmes coulant sur son visage. Je déteste juste mon appartement. Elles sont parties peu de temps après. Le silence qui a suivi m'a semblé irréel. Mais je savais que ce n'était pas fini. Le silence après leur départ n'était pas paisible. Il était lourd, suspendu, comme le moment après un tremblement de terre où l'on n'est pas sûr si le sol a fini de bouger ou s'il reprend juste son souffle. Je ne me suis pas assise pendant longtemps. Je suis resté au milieu de mon salon, fixant la porte, m'attendant à moitié à ce qu'elle s'ouvre à nouveau. Mon téléphone enregistrait toujours. Je ne l'ai pas éteint tant que mes mains n'ont pas cessé de trembler. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé avec les lumières allumées. Au matin, les retombées avaient déjà commencé. Mon frère, Loïc, a appelé en premier. Sa voix était hésitante, comme s'il n'était pas sûr dans quelle version de l'histoire il était tombé.
Aline, qu'as-tu fait à maman? C'était là, le récit de la victime. Je m'y étais attendu. Elle t'a dit que je l'avais menacée, n'est-ce pas? J'ai demandé. Elle a dit que tu avais perdu les pédales. Que tu enregistres des gens maintenant. Que tu es dangereuse. J'ai fermé les yeux. Loïc, ai-je dit doucement. Veux-tu entendre ce qui s'est réellement passé? Il a hésité, puis a dit oui. Je lui ai envoyé 3 clips audio. Rien de nucléaire, juste assez. Maman me faisant culpabiliser, me menaçant, parlant de mon appartement comme s'il était déjà celui de Manon. Il n'a pas parlé pendant longtemps après avoir écouté. Nom de Dieu, a-t-il finalement dit. Elle a vraiment essayé de te pousser hors de chez toi. Et elle est entrée par effraction, ai-je ajouté. C'est insensé. Pour la première fois depuis des jours, j'ai expiré complètement. Loïc a tout de suite compris, il était confronté à sa propre version du contrôle de maman depuis qu'il avait commencé l'université. Elle le pressait de changer de majeur, d'être plus pratique, de vivre sa vie comme elle le pensait juste. Tu as fait la bonne chose, a-t-il dit. J'aurais aimé penser à l'enregistrer. Tout le monde n'a pas réagi comme Loïc. Mercredi, des membres de la famille élargie appelaient. Ma tante, une cousine, même ma grand-mère. Maman était passée à l'offensive. J'ai reçu un appel de tante Claire, la médiatrice familiale, celle qui croyait toujours que tout pouvait être arrangé si tout le monde parlait gentiment. Ta mère est désemparée, a-t-elle dit prudemment. Elle dit que tu menaces de l'humilier publiquement à cause d'un malentendu. Un malentendu, ai-je répété. Elle a dit que c'était pour aider Manon avec le logement. J'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était absurde. Tante Claire, ai-je dit. Est-ce qu'elle a mentionné être entrée dans mon appartement sans permission ou dire aux gens que je suis égoïste et instable ou menacée de me déshériter? Silence. Elle n'a pas mentionné ces parties, ai-je poursuivi. Voudriez-vous les entendre? Elle a essayé de dévier. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai diffusé un enregistrement, puis un autre. Claire a halté. Elle a dit ça de toi. Il y en a plus, ai-je répondu. Mais je pense que vous avez l'idée. L'appel s'est terminé rapidement après cela. En quelques heures, la discussion de groupe familial a explosé, questions, arguments, messages vagues sur les limites et le respect. Certaines personnes ont défendu maman, d'autres sont restées silencieuses. Quelques-uns m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils soupçonnaient que quelque chose n'allait pas depuis des années. Puis il y a eu un coup à ma porte. C'était vendredi soir. Je n'avais dit à personne que je serais à la maison. J'ai vérifié le flux de la caméra avant d'ouvrir. Le petit ami de Manon, Kevin, se tenait dans le couloir, les bras croisés, essayant d'avoir l'air intimidant. J'ai ouvert la porte mais ne l'ai pas invité à entrer. Tu dois t'excuser auprès de Manon, a-t-il dit immédiatement. Elle pleure toute la semaine à cause de toi. J'ai incliné la tête. Kevin, c'est ça? Ses yeux ont vacillé. Comment tu? Je sais tout, ai-je dit calmement. Y compris ton plan d'emménager dans mon appartement une fois que maman m'aurait forcé à partir. Son visage est devenu rouge. Tu ne peux pas prouver ça. J'ai levé mon téléphone et diffusé le clip. Sa voix a rempli le couloir. Ta sœur est une faible. Continue juste de travailler ta mère. On sera dans cet endroit d'ici l'été. Kevin a reculé comme s'il avait été giflé. Il est parti sans un mot de plus. 1 heure plus tard, Manon a appelé, furieuse. Tu l'as humilié, a-t-elle crié. Il s'est présenté chez moi pour m'intimider, ai-je replié. Il a de la chance que je n'ai pas appelé la police. Elle a raccroché. Cette nuit-là, mon père a appelé. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Ta mère dit que tu menaces de détruire sa réputation, a-il dit. Quand as-tu parlé à l'un d'entre nous pour la dernière fois? J'ai demandé. Une pause. Ce n'est pas la question. C'est la question, ai-je dit. Où étais-tu quand elle essayait de voler mon appartement? Silence à nouveau. Elle essayait de voler ton appartement, a-t-il demandé finalement. Je lui ai envoyé le dossier complet. Chaque enregistrement, chaque message, chaque vidéo.
Il lui a fallu 2 heures pour rappeler. C'est de l'abus, a-t-il dit doucement. Oui, ai-je répondu. Ça l'est. J'aurais dû vous protéger, a-t-il dit. Tu ne l'as pas fait, ai-je dit. Mais je me protège moi-même maintenant. Le dimanche, la dynamique avait changé. La crédibilité de maman se fissurait. Les proches qui la soutenaient aveuglément étaient soudain silencieux. Loïc avait commencé à fixer ses propres limites. Et Manon est arrivée lundi matin, seule. Elle avait l'air horrible. Yeux rouges, cheveux en désordre, portant un de mes vieux sweatshirts à capuche qu'elle avait volé il y a des années. On peut parler, a-t-elle demandé. Je l'ai laissée entrer. J'ai gardé mon téléphone en enregistrement. Elle s'est assise sur le canapé et a regardé ses mains. J'ai écouté les enregistrements, a-t-elle dit. Tous. J'ai attendu. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave, a-t-elle continué. À quel point j'étais horrible. Elle m'a regardé, les yeux remplis de quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, la honte. Maman m'a dit que tu avais tout eu facilement, a-t-elle dit. Que papa te favorisait, que tu me devais quelque chose. Rien de tout cela n'était vrai. J'ai choisi de la croire, a dit Manon, et j'ai choisi d'aller dans son sens. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle a tout admis, les mensonges, le sentiment de supériorité, le rôle de Kevin, s'introduire dans mon appartement. J'ai besoin de changer, a-t-elle dit finalement. Je vais trouver un travail. Je vais te rembourser les charges, et je vais dire à maman d'arrêter ou je coupe les ponts. C'était la chose la plus adulte qu'elle ait jamais dite. Quand elle est partie, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie stable, mais je savais que le plus dur restait à venir. Les excuses de Manon auraient dû me procurer une sensation de conclusion. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais comme si j'étais debout dans l'épave après une tempête, reconnaissante que la maison soit toujours debout, mais douloureusement consciente de tout ce qui avait été endommagé en chemin. Pendant quelques jours après notre conversation, les choses ont été calmes. Trop calmes. Pas d'appel de maman. Pas de messages textes remplis de demi-excuses et de blâmes cachés. Pas de messages passifs-agressifs envoyés par d'autres personnes. Je savais qu'il ne fallait pas confondre le silence avec la paix. Cela signifiait un regroupement. La première fissure dans le calme est venue d'un courriel. Pas un appel, un courriel. Long, décousu, soigneusement écrit et réécrit, j'en étais sûr. Maman m'a accusé de la trahir, de détruire la famille, d'être exactement comme mon père, son insulte favorite. Elle a dit que j'avais monté Manon contre elle, que Loïc était influencé par mon comportement extrême, que la famille ne serait plus jamais la même parce que j'avais choisi la documentation plutôt que l'amour. Elle a terminé par « J'espère que tu es heureuse de ce que tu as fait ». J'ai fixé l'écran pendant longtemps avant de fermer mon ordinateur portable. Je n'ai pas répondu. Cette décision de ne pas répondre a été plus difficile que n'importe quelle confrontation que j'avais eue jusqu'à présent. Chaque instinct en moi voulait expliquer, justifier, défendre. Mais ma cousine Raphaël, qui se trouve être thérapeute, m'avait dit quelque chose qui m'était resté. La manipulation se nourrit de l'engagement, a-t-elle dit. Le silence est souvent la seule limite qu'ils comprennent. Alors, je suis restée silencieuse. Maman n'a pas bien géré cela. Elle a essayé d'appeler Loïc. Il n'a pas répondu. Elle lui a laissé des messages vocaux remplis de pauses dramatiques et de respirations tremblantes. Il m'en a envoyé un, demandant ce qu'il devait faire. Ne réponds pas, lui ai-je dit. Tu ne dois plus d'explications. Pour la première fois, nous étions alignés. Les réactions de la famille élargie ont été mitigées. Certains proches m'ont contacté en privé pour s'excuser d'avoir cru maman sans entendre ma version. D'autres ont redoublé d'efforts, insistant sur le fait que j'étais allé trop loin, que j'avais embarrassé maman, que les affaires de famille devaient rester privées. J'ai cessé d'essayer de convaincre qui que ce soit. Les personnes qui comptaient connaissaient déjà la vérité. Une semaine plus tard, papa est venu à Lyon. Nous nous sommes rencontrés pour un café, en terrain neutre. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus petit, comme si les années l'avaient finalement rattrapé. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était grave, a-t-il dit doucement, fixant sa tasse. Tu ne voulais pas, ai-je répondu. Il a hoché la tête.
Je pensais que partir vous protégerait, vous les enfants, des disputes. Je n'avais pas réalisé que je vous laissais seul avec elle. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Je suis en thérapie maintenant, a-t-il ajouté. J'aurais dû l'être il y a des années. Cela n'a rien réglé, mais c'était un début. Pendant ce temps, Manon a tenu parole. Elle a trouvé un travail. Rien de glamour, dans le commerce de détail, à temps partiel, mais c'était réel. Elle m'a remboursé les charges sans qu'on le lui demande. Elle a cessé de venir sans prévenir. Lorsque maman a essayé de la culpabiliser de choisir des camps, Manon a mis fin à la discussion. Il n'y a pas de camp, lui a-t-elle dit. Il y a des limites. Je ne m'attendais pas à ce que cette phrase sorte de sa bouche. Maman ne l'a pas bien pris. Elle a fait une crise, se retirant de la famille, annulant des plans, disant à quiconque voulait l'écouter qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal, seulement que ses enfants s'étaient retournés contre elle. Thanksgiving se profilait comme un nuage d'orage. Maman a envoyé un message de groupe annonçant qu'elle organiserait la fête comme toujours, malgré les récentes difficultés. Les réponses étaient prudentes, non engageantes. Loïc a répondu le premier, « Je ne viens pas à moins qu'Aline ne soit la bienvenue et respectée ». Manon a suivi, pareil. La discussion a explosé. Tante essayant de servir de médiatrice. Cousin choisissant des camps. Maman est devenue silencieuse. Cette nuit-là, elle m'a appelé. Sa voix sonnait différemment. Pas frénétique, pas manipulatrice. Effrayée. Je ne veux pas perdre mes enfants, a-t-elle dit. Alors arrête d'essayer de nous contrôler, ai-je répondu. Silence. Je ne sais pas comment, a-t-elle murmuré. C'était nouveau. Alors apprends, ai-je dit. Fais une vraie thérapie, pas avec quelqu'un qui est juste d'accord avec toi. Une autre pause. Vas-tu m'aider à trouver quelqu'un, a-t-elle demandé. C'était la première fois qu'elle demandait de l'aide sans y attacher de conditions. Je lui ai donné la référence de Raphaël. À ma grande surprise, elle y est allée et a continué. Thanksgiving a fini par être petit. Juste moi, Manon, Loïc et maman. Pas de grands discours, pas de joie forcée, juste des plats chinois à emporter et une conversation prudente. Maman a apporté une lettre écrite avec sa thérapeute. Elle s'est excusée spécifiquement, sans excuse, sans détournement, pour être entrée dans mon appartement, pour la culpabilisation, pour avoir essayé de me manipuler pour me faire quitter ma maison. Quand elle a fini, ses mains tremblaient. Ce n'était pas le pardon, mais c'était la responsabilité. Décembre a tout mis à l'épreuve. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Maman s'est surprise à déraper plus d'une fois, mais elle s'est arrêtée, s'est excusée, s'est ajustée. Quand elle a demandé des plans pour Noël, elle l'a fait avec précaution, a donné des options, a accepté un refus sans drame. J'ai organisé, j'ai fixé des règles. Ne pas rester la nuit, pas de commentaires sur mon appartement, ne pas fouiller dans mes affaires. Elle les a suivis. C'était étrange, comme regarder quelqu'un apprendre une nouvelle langue en temps réel. En janvier, les changements semblaient réels. Maman a recommencé à sortir, a demandé permission avant de la mener à des événements familiaux. Manon a économisé de l'argent. Loïc a changé de majeur sans culpabilité. La famille n'était pas réparée, mais elle était différente. Et pour la première fois, différent était sécurisant. 3 mois plus tard, ma mère ne m'avait toujours pas complètement pardonné. Pas à voix haute, en tout cas. Elle disait les bonnes choses maintenant. Elle s'excusait lorsqu'elle franchissait des limites. Elle demandait au lieu d'exiger. Elle est même allée en thérapie, une vraie thérapie, pas le genre où quelqu'un vous dit que vous avez toujours raison. Mais je pouvais le sentir, la retenue, la peur, la connaissance qu'elle ne pouvait plus pousser parce qu'elle savait ce que j'avais. Les premières semaines après Thanksgiving ont été calmes. Étrangement calmes. Pas d'appel quotidien, pas de soupir dramatique, pas de message du type « Je voulais juste prendre de tes nouvelles », qui se transformait en culpabilité. Je savais qu'il ne fallait pas confondre le silence avec la paix. Ce n'était pas la paix, c'était la prudence. Manon a changé plus vite que prévu. Elle a cessé de demander, a cessé de faire des allusions, a cessé de rôder autour de mon appartement comme si c'était un prix qu'elle avait presque gagné. Elle a travaillé, m'a remboursé,
ne s'est pas plainte quand maman a essayé de la ramener à d'anciens schémas. Une nuit, elle m'a envoyé un message, elle a réessayé. J'ai dit non. C'était tout. Pas d'explication, pas de justification. Loïc a suivi, a changé de majeur, n'a pas demandé la permission. Quand maman a commencé à objecter, elle s'est rattrapée et s'est arrêtée au milieu de la phrase. Je l'ai vue arriver une fois. Elle a réellement fermé la bouche. C'était nouveau. Papa est revenu dans ma vie lentement, prudemment, comme quelqu'un marchant sur de la glace mince, conscient d'être déjà tombé une fois. Nous n'avons pas fait semblant que le passé n'était pas arrivé. Nous n'avons tout simplement plus laissé cela dicter tout le reste. Quant au reste de la famille, certains pensaient que j'étais allé trop loin. Certains m'ont remercié discrètement. La plupart se sont adaptés. Ils le font toujours. Mon appartement est resté exactement le même. Pas de visite surprise, pas de commentaires sur l'espace, pas de mesure des murs avec des yeux avides. Il a cessé d'être quelque chose que je devais défendre. Un soir, j'ai fait défiler mon téléphone et j'ai trouvé l'application d'enregistrement. Pendant une seconde, j'ai envisagé de la supprimer. Puis je me suis souvenu de ma mère debout dans mon salon, pâle, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle. Je me suis souvenu de Manon sur mon lit, planifiant un avenir qui n'incluait pas mon consentement. Je me suis souvenu à quel point il était facile pour elle de décider de ma vie à ma place. Alors je l'ai gardée, non pas comme une arme, mais comme une assurance. Ma mère le sait. Elle l'entend dans la façon dont je parle maintenant, calme, sans m'excuser, insensible à la culpabilité. Le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Parfois, il ressemble à un silence que personne n'ose briser. Mon appartement est toujours mon sanctuaire. Ma famille existe toujours, mais selon mes conditions. Et les enregistrements, ils sont toujours là, cryptés, sauvegardés, intacts. Un rappel que l'amour sans respect n'est qu'un contrôle